entre les mains de la clique militariste qui domine désormais l'Empire allemand. Le tsar s'enferre dans l'illusion de la Sainte Russie éternelle dont Raspoutine berce son épouse. Charles et Zita, le jeune couple Habsbourg qui succède à François-Joseph, engage une course contre la montre éperdue pour tenter de colmater les brèches dans le camp de l'Autriche-Hongrie. Mais comment faire la paix quand toute l'Europe est à feu et à sang et que se déroule, à travers les effroyables massacres entre peuples, une autre guerre, opposant l'espoir de liberté et la sclérose de l'ancien monde. Dieu protège le tsar. En ces premiers jours d'août 1914, Nicolas II bénit la mobilisation des troupes depuis Moscou au milieu d'une ferveur encore plus grande que celle de son sacre au Kremlin 18 ans plus tôt. La Sainte Russie du souverain autocrate appartient au camp des Alliés, qui se veut celui de la liberté contre le militarisme des empires centraux. Et le peuple fait bloc autour de la famille impériale, comme si les malheurs et les déchirements du règne s'étaient effacés. Bien que la tsarine soit d'origine allemande, nul ne met encore en cause son patriotisme russe qu'elle exprime avec une ferveur extatique. La guerre de 1904 contre le Japon avait été un accident humiliant et obscur. Celle de 1914 est la guerre du peuple slave contre le germanisme, qui a si souvent tenté de la servir. Et son appel résonne jusqu'au tréfonds de l'Empire, dont l'âme orthodoxe se dresse sans défaillance, en bannissant par exemple la consommation de vodka ou en russifiant Saint-Pétersbourg en Pétrograd. Le rouleau compresseur russe peut aligner plus de 4 millions d'hommes. Le commandement est valeureux, les soldats sont animés de la foi simple et confiante des moujiks. Le tsar l'a juré, nous ne déposerons pas les armes avant que le dernier soldat allemand ait quitté notre sol. Et pour Nicolas, cet élan général est déjà une victoire qui le replace dans cette lignée de Pierre, de Catherine et d'Alexandre, au cœur même d'une histoire et d'un mysticisme national dont il a si souvent douté d'être digne. Le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch assume le commandement en chef des armées impériales. Comme tous les Russes et les Alliés, le tsar éprouve une grande admiration pour les qualités de soldat de son oncle, un géant qui le domine de sa haute taille, et qui inspire une sorte de terreur sacrée, faite de sévérité, d'exigence et de sens de la justice. Mais Nicolas Nikolaïevitch n'est pas un guerrier facile à manier pour le tsar hésitant et timide. Le grand-duc est à couteau tiré avec le ministre de la guerre Soukholminov, un courtisan corrompu. Et il déteste aussi Raspoutine, ce prétendu homme de Dieu qui a la confiance de la tsarine et qu'il a promis de faire pendre s'il se risquait jusqu'au front. Deux épines enfoncées dans les relations unissant le tsar et son oncle.
Cependant, Nicolas ne doute pas d'une victoire rapide. Et la famille impériale partage des certitudes frivoles si largement répandues, en confondant les jeux des aspirants de Tsarskoye-Selo avec les manœuvres qui commencent en Prusse orientale. L'armée que connaît le tsar n'a pas besoin des mitrailleuses et des tanks que Nicolas Nikolaïevitch réclame et que Soukholminov refuse. Elle pratique les charges sabre au clair et s'entraîne comme pour des parades, avec des facéties qui font rire les grandes duchesses et l'héritier. Et la tsarine mélange l'affection qu'elle porte aux aspirants avec la protection qu'elle étend sur ceux qui les jettent si mal préparés dans la bataille. Alexandra souffre de son origine allemande, de sa parenté avec le Kaiser et encore plus de l'hémophilie du tsarevitch si intelligent et si gracieux. Et elle mêle dans l'espoir d'une victoire l'illusion de la délivrance de ses remords et de la sauvegarde de l'héritier. Le réveil est rude. À l'exception de l'aviation, la médiocrité des transports, la corruption de l'organisation, le manque d'armement moderne ne tardent pas à se révéler désastreux. Les soldats sont obligés de ramasser les fusils de leurs camarades morts pour monter à l'attaque. Et Nicolas comprend qu'il se déplace au milieu d'un décor d'armée qui masque des tares effroyables, ne laissant aux officiers de valeur et à la chair à canon des fantassins que la perspective de bâtir un rempart de leurs cadavres. Les Français, ployant sous le déferlement allemand, adjurent le tsar de pousser son offensive en Prusse orientale. Des masses énormes sont jetées dans la boucherie que leur réserve Hindenburg, à Tannenberg et au lac Mazur. Et il y a tant de pertes parmi les moujiks désarmés que le général allemand ne se risque même pas à les dénombrer. Tandis que son adversaire russe se suicide de honte et de désespoir. Douche de sang qui s'étale en liste de morts sur les journaux de Petrograd, l'euphorie tombe d'un seul coup. En arrivant à la Stavka, le quartier général, Nicolas apprend que l'épouvantable choc a effectivement sauvé la France, en obligeant les Allemands à prélever des corps de troupes qui leur ont manqué pour la bataille de la Marne. Le tsar et Nicolas Nikolaïevitch ont anéanti le plan de Berlin qui prévoyait de briser la France et de se retourner ensuite contre la Russie. En revanche, on s'installe dans la guerre et sur des étendues immenses qui courent de la Baltique à la mer Noire, où les armées se déplacent sans cesse quand elles s'enterrent à l'ouest. Une autre lutte qui fera des millions de morts et qui demeure encore mal connue, puisqu'elle a été finalement perdue par des empires disparus. Enfin, la défaite en Prusse orientale est encore balancée par une offensive victorieuse contre l'Autriche-Hongrie. Et le tsar garde sa confiance à Nicolas Nikolaïevitch, qui n'en démord pas de réclamer le bannissement de Raspoutine, dont on colporte qu'il est au centre de la corruption et des menées défaitistes. Nicolas sait que l'homme de Dieu réprouve la guerre, mais il juge son pacifisme peu dangereux, et comme il ne subit pas son influence, il met les rumeurs le concernant sur le compte des habituels ragots de Pétrograd. L'important est ailleurs. Après Michle, par exemple, cette énorme forteresse austro-hongroise de Galicie, que les Russes viennent de prendre et qui leur ouvre la porte de l'Empire Habsbourg, à condition de pouvoir reprendre l'offensive. Or, si l'organisation de la guerre s'améliore, la crise des armements n'est pas encore surmontée. Et tant le tsar que Nicolas Nikolaïevitch ne veulent plus de ces hécatombes, où large est le chemin vers la guerre et si étroit celui de son retour. En attendant, il faut maintenir la pression. L'entrée en guerre des Italiens aux côtés des Alliés suscite des manifestations de joie délirantes dans toutes les villes de Russie. Ils vont pouvoir prendre les Autrichiens à revers.
Mais tandis que Nicolas y voit une nouvelle raison d'espérer, le front de Pologne s'effondre sous les coups de boutoirs allemands et bientôt la chute de Varsovie étouffe les clameurs de la fête. Ce nouveau désastre sonne l'opinion russe. Il épouvante aussi les Alliés qui font pression sur le tsar pour qu'il prenne une initiative spectaculaire. Nicolas renvoie Nicolas Nikolaïevitch et assume personnellement le commandement des armées. Geste d'ingratitude, acte de courage et tragique initiative. Nicolas souhaite qu'Alexis l'accompagne désormais à la Stavka. Et c'est bien la première fois qu'un différend l'oppose à Alexandra, affolée à l'idée que le petit malade soit éloigné d'elle. Mais Nicolas est inflexible, la place de son fils est auprès du tsar et de ceux qui combattent pour l'Empire dont il héritera un jour. Et sans oser l'avouer, Alexis brûle d'impatience à l'idée de rejoindre son père qu'il adore, loin de l'atmosphère étouffante de Tsarskoye Selo. Alexandra, sans son mari et sans son fils, s'enfonce alors un peu plus dans sa lancinante dépression mentale aggravée par l'inquiétude et se raccroche d'autant à Anna Birubova et Raspoutine. L'homme de Dieu en profite pour affermir encore son emprise sur cette âme généreuse mais fragile et déséquilibrée qui voit en lui l'incarnation de la Sainte Russie. Nicolas a imposé sa décision de prendre le commandement des armées à ses ministres qu'il a juré d'y renoncer parce qu'il est persuadé du caractère sacré de sa mission et ses généraux lui donnent raison. En fait, il perd le contact avec le gouvernement de l'Empire et s'isole des humeurs menaçantes de Petrograd et de la Douma. Il s'expose à endosser la responsabilité de nouvelles erreurs du grand quartier général, trop content de trouver un tel bouc émissaire. Mais il veut partager la vie de ses soldats, et pour l'heure, sa décision accroît son prestige auprès d'eux. Et puis Alexis est avec lui, et c'est la première fois qu'ils se sentent aussi proches l'un de l'autre. D'ailleurs, l'enfant retourne régulièrement auprès de sa mère et de ses sœurs. Elles ont passé leur diplôme d'infirmière et se dépensent sans compter aux tâches les plus rebutantes. Alors que la Russie gémit sous le poids de la guerre, la tsarine entend que toute la famille impériale donne l'exemple. La situation sanitaire est dramatique. Les convois militaires sont prioritaires sur les lignes de chemin de fer et les trains de blessés sont le plus souvent constitués de wagons pour le bétail, hâtivement aménagés et qui perdent un temps précieux à rejoindre les villes. Et pourtant, Alexandra se révèle très efficace. Les grandes dames de l'Empire ont toutes des activités caritatives, mais rares sont celles qui s'y adonnent avec autant de réel dévouement. Et Petrograd raille cette impératrice et ses filles qui passent leur temps en infirmière dans des palais impériaux où flottent désormais les terres des opérations et de l'exaltation du patriotisme médical. Mais si le mysticisme névrotique d'Alexandra la rend infatigable au chevet des blessés, il la conduit aussi à se substituer peu à peu au tsar, qu'elle assaille de lettres fiévreuses, foisonnantes de conseils politiques, alors que les revers, les deuils et les souffrances pèsent de plus en plus lourd sur le peuple russe. Or, chacun sait que Raspoutine commande désormais aux impulsions de la tsarine. L'homme de Dieu ne cache plus son pouvoir. Toutes sortes d'intrigants se bousculent à la porte de son appartement de Petrograd pour arracher des places et des prébendes, tandis qu'il affiche impudemment son ivrognerie et ses orgies avec un ramassis de femmes où se côtoient, épouses de ministres et bavardes trop curieuses des secrets militaires. Et quand s'accumulent les mises en garde horrifiées des ambassades et de la police, Alexandra couvre celui qu'elle appelle notre ami dans ses lettres à Nicolas.
Pour la rumeur, le couple impérial n'est plus qu'un duo de marionnettes dont Raspoutine tire les fils en faisant et défaisant les gouvernements où il impose ses créatures. Mais il y a plus grave. On répète qu'Alexandra est en contact étroit avec sa sœur Irène, épouse du frère du Kaiser, et avec le grand-duc Ernest Ludwig, son frère chéri, qui se serait rendu secrètement à Pétrograd pour vendre la paix du Reich. La tsarine allemande et son moujik démoniaque trahissent la Russie et l'entraînent à sa perte. Or la faim hante les rues où de petits fantômes frigorifiés font la queue pour des secours détournés par le marché noir. Quand une cynique humanité de privilégiés, où se côtoient aristocrates embusqués, requins affairistes et agents à peine dissimulés de l'ennemi, s'étourdit dans la valse des plaisirs, dansée sur un volcan. Nicolas pourrait faire justice des calomnies. Alexandra est innocente de toute intention de trahison. Mais le tsar est absent, Raspoutine accumule scandales et imprudences, et la tsarine s'obstine à opposer au grand malheur russe dont on la juge coupable le masque pétrifié de son hystérie. Certains refusent l'atmosphère de déréliction morbide où Pétrograd attend l'apocalypse comme une délivrance. Et la Douma d'Empire résonne de débats passionnés où l'on réclame la mise à l'écart de Raspoutine, le remplacement des ministres corrompus par un gouvernement responsable. Rodienko, le président de l'Assemblée qui a le plus grand mal à maintenir le calme, multiplie les avertissements à la tsarine et les messages à l'empereur. Nicolas paraît ébranlé. Il revient du front et se rend pour la première fois à la Douma où les députés l'accueillent avec chaleur. Curieusement, Alexandra l'approuve dans cette démarche, comme elle l'incite à visiter les ouvriers des grandes usines d'armement Poutilov qui s'étaient mis en grève. Éclair de lucidité ou repli stratégique pour mieux asseoir son influence sur le tsar. Rassuré, Nicolas repart pour la Stavka et ce qu'il croit être son devoir. De toute façon, pour Nicolas, seule la victoire peut apporter un véritable apaisement, et elle dépend de sa présence auprès de ces chers soldats moujiks, qui sont sa vraie Russie, à l'abri des intrigues et des parlottes de Pétrograd. Cependant, au palais Yusupov, on médite une action autrement radicale, l'assassinat de Raspoutine. L'élégant prince Yusupov, époux de la nièce du tsar, assiste de l'intérieur à la panique grandissante de la famille Romanov, dont la tsarine mère Maria Féodorovna ne parvient plus à réfréner les complots, visant à substituer au souverain le grand-duc Dimitri, celui-là même que Nicolas comme Yusupov aime tendrement, quoique de manière bien différente. Olga et Xenia, les deux sœurs du tsar, voudraient le prévenir. Mais comment Nicolas pourrait-il prêter foi à une rumeur si monstrueuse, quand chacun ne devrait penser qu'à son devoir? Et Olga, qui aime fidèlement son frère, s'en remet à la providence et garde le silence. À la Stavka, tout concourt à l'aveuglement du tsar. Le front s'est stabilisé, l'organisation et l'armement se sont améliorés, et les généraux, dont il reconnaît le premier qu'ils sont de bien meilleurs stratèges que lui, le bercent de ce rôle de petit père des peuples qui galvanise les âmes simples de la troupe. Et puis Nicolas est avec son fils, et ils vivent la guerre comme une aventure inespérée, contre la malchance et la maladie qui les ont toujours poursuivis. Le petit monde du tsarevitch l'a suivi à la Stavka, et le professeur Gilliard, ce Suisse si dévoué que l'enfant aime comme un grand frère, s'étonne des progrès qu'il accomplit. Alexis parle couramment français maintenant. Nicolas a eu raison d'emmener son fils avec lui. Il s'épanouit dans cette atmosphère de camaraderie virile, où il n'y a plus d'obstacle pour le séparer d'un père qu'il admire. Le tsar lui apparaît dans la plénitude de sa fonction et au long des inspections dont certaines se déroulent aux avant-postes du front, au plus près de la mort et des blessures, nul ne contredit Alexis quand il a le sentiment de partager le courage et le dévouement de son père.
Les officiers n'ont-ils pas insisté pour qu'il accroche le galon de caporal à son uniforme d'enfant de troupe? Il s'intéresse à tout, se suffit à lui-même en jouant avec Joy son épagnole quand on n'a plus le temps de s'occuper de lui et confie ses secrets au grand-duc Dimitri que Nicolas fait souvent venir parce que c'est son neveu préféré et qu'Alexis l'aime tant de son côté. Sa maladie paraît s'être endormie. Il n'a jamais été si gai. Et Gilliard, comme l'attaché militaire belge, subissent avec bonne humeur ces blagues de collégiens sans malice. Chacun pense aux enfants laissés derrière soi, et parfois les officiers parlent à voix basse. Aucun accident ne survient, et si cette saine atmosphère de la Stavka était préférable à l'inquiétude torturante de sa mère qui le replonge dans les affres de son mal. Tout de même, ses sœurs aussi lui manquent. Olga lui écrit de longues lettres dont la mélancolie le trouble vaguement. Tatiana, en revanche, le rassure sur la santé de sa mère, dont il entend dire qu'elle n'est pas bonne. Tatiana est la plus forte de la famille, elle garde toujours ses soucis pour elle-même. Chaque 2 mois, la tsarine et les grandes duchesses se rendent à la Stavka. Lorsqu'elles arrivent, elles ont les traits marqués par cette omniprésente angoisse de l'arrière. Mais très vite, le bonheur d'être réunis tous ensemble rapporte la douceur d'autrefois. Nicolas s'assure auprès de ses filles qu'elles veillent bien sur leur mère, qui prend toujours tout trop à cœur. Elle le réconforte, ne voit-il pas lui-même comme elle semble heureuse de le retrouver, reprise par la confiance en leur avenir et celui de la Russie? Ce sont des gens qui s'aiment tant. Une pudeur tragique leur interdit de se faire les reproches qui les sauveraient peut-être. Quand il fait beau, on fait une petite croisière sur le Don paisible. Alexis organise la manœuvre avec le fidèle marin d'Erevenko, qui soupire parfois un peu d'être loin de Petrograd, où il a, paraît-il, beaucoup d'amis. On ne sait pas très bien qui au juste. Et l'on reparle du beau cousin Carole de Roumanie, qui propose maintenant d'épouser Marie, qui rêve de prince charmant et de beaucoup d'enfants. Mais Marie est bien trop jeune, il faut attendre que la guerre s'achève pour célébrer le mariage de la victoire, si les jeunes gens y songent encore. Et Alexandra se rassure de voir comme Nicolas prend soin de leur fils. C'est vrai qu'il a grandi et qu'il paraît en bonne santé, même s'il y a toujours ces petits bleus sur la peau qui ne s'effacent jamais complètement. Allons, tout ne va pas si mal. Anastasia prétend qu'elle est en âge de pouvoir fumer. Tatiana promet d'écrire chaque jour à son père, puisqu'il faut à nouveau se séparer, en attendant qu'il les emmène à Livadia pour de grandes vacances, encore plus belles que celles d'avant. Le front se réveille brusquement. Les Français sont en grand péril à Verdun et le général Broussilov engage une fulgurante offensive à travers les Carpates qui soulagera les lignes alliées comme en 14. Dans ses lettres à Nicolas, enflammées de folles espérances et de délires politiques, Alexandra s'inquiète aussi de l'effet de cette nouvelle campagne sur leur fils. Toute cette fièvre ne le rend-elle pas agité? Surveille-t-on ses allées et venues? Ne prend-il pas de risques pour sa santé si fragile? Et le tsar répond qu'il le garde près de lui, durant les visites aux unités qui montent vers le front. Comme dans ces heures étales où la guerre paraît s'éloigner, les laissant tels des enfants qui s'aiment d'une infinie tendresse, perdus au monde des adultes, où le plus grand protège le plus petit en espérant gagner et cette lutte et l'autre. Ainsi va la guerre du très puissant empire, où le tsar qui marche avec ses troupes est un père constamment penché sur son fils, qui porte près de son cœur lorsque par malheur il lui faut tout de même s'éloigner, l'histoire de la petite hirondelle écrite depuis le lit en fer d'un mauvais rhume qui lui demande de revenir vite, de ne pas oublier l'argent de poche et signe Dieu te garde
Alexis qui t'embrasse. À l'automne de 1916, la tsarine et les grandes duchesses reviennent à la Stavka. Cette fois, Alexandra est trop souffrante et n'accompagne pas ses filles pour le passage en revue des Cosaques par le tsar et l'héritier. Tout de même, le charme des retrouvailles agit toujours, et puis les Cosaques sont le fleuron de la fidélité de l'Empire à l'égard des Romanov. Les nouvelles de Pétrograd ne sont pas bonnes. La Douma accuse la tsarine et Raspoutine d'avoir fait pression sur Nicolas pour qu'il mette fin à l'offensive de Broussilov. Est-ce pour cela que le grand-duc Dimitri paraît encore plus pâle et silencieux que d'ordinaire? Accorderait-il le moindre crédit à ce nouveau torrent de calomnie? Nicolas a toujours traité Dimitri comme un autre fils. Il faudra qu'il lui explique après la revue que Broussilov a remporté la plus grande victoire de la guerre, mais qu'il fallait arrêter la tuerie puisque les Alliés ont été sauvés. Nicolas n'expliquera rien à son neveu Dimitri. Le tsarevitch se blesse quelques instants plus tard. C'est la plus grave rechute depuis 5 ans. Et Alexandra, épouvantée, le ramène d'urgence avec son train vers Pétrograd. Nicolas se retrouve plus isolé que jamais à la Stavka, entouré de généraux qui murmurent entre eux les critiques de la Douma. Et il éprouve le sentiment diffus que sa vieille compagne, la malchance, est venue le rejoindre. De fait, un télégramme d'Alexandra lui apprend qu'on vient de repêcher sous la glace de la Neva le cadavre de Raspoutine assassiné. Une rapide enquête confirme ce que sait déjà tout Pétrograd, transporté d'une joie indécente. C'est le beau Félix Yusupov qui a entraîné l'homme de Dieu dans un traquenard et s'est démasqué en le mettant à mort au cours d'une nuit de grand guignol où Raspoutine a longtemps résisté au poison et aux décharges de revolver. L'horreur du crime s'aggrave de la découverte d'un complice, le grand-duc Dimitri, qui a fait le guet durant l'interminable et macabre cérémonie du meurtre. Ainsi, le pourrissement de la Russie a maintenant atteint le cœur de la famille Romanov, qui enterre l'homme de Dieu dans le parc de Tsarskoye Selo comme un ultime témoignage de fidélité. Le tsar est révolté qu'on ait pu attenter à la vie d'un simple moujik, mais il redoute surtout l'effet de cette fin crapuleuse sur la tsarine, qui fait ensevelir un message avec la dépouille mortelle. Mon cher martyr, souviens-toi de nous là-haut dans tes saintes prières. Charlatan repoussant ou visionnaire plein de bon sens, Raspoutine emporte ses secrets dans la tombe, alors que sa mort résonne comme un signal pour tout Pétrograd. N'a-t-il pas prophétisé que les Romanov succomberaient à leur tour si l'un des leurs portait la main sur lui? Au fait, tout paraît rentrer dans l'ordre, tandis que le ministre de l'Intérieur, Protopopov, qui se prétend en contact avec l'âme de Raspoutine, assure avoir la situation bien en main. Nicolas est impatient de s'arracher à la torpeur pétrifiée du palais impérial, où Alexandra erre de pièce en pièce en attendant que Protopopov lui indique les derniers conseils du cher disparu. Il regagne la Stavka, laissant Pétrograd dans le calme retrouvé des grands hivers de toujours. Les premiers troubles se déclenchent quelques heures plus tard. De nouvelles grèves aux usines Poutilov font tache d'huile, tandis que des manifestants pillent les entrepôts de vivres. Les corps de troupes chargés de maintenir l'ordre retournent leurs armes contre les officiers et passent dans le camp de la rue. Des fusillades sporadiques déclenchées par des renforts démoralisés achèvent de transformer une insurrection désordonnée en une révolution sans retour. Nicolas est à la Stavka, Alexandra à Tsarskoye Selo, loin ou près de Pétrograd. Ils ignorent encore que la très glorieuse dynastie des Romanov n'est déjà plus qu'un souvenir. Au grand quartier général du Kaiser allemand,
Les événements de Russie sont accueillis comme une divine surprise. Et Guillaume, sortant brusquement d'une longue période de dépression épouvantée, oublie qu'il n'est plus qu'un empereur de l'ombre, tenu en laisse par ses généraux, pour se griser d'illusions mégalomanes. Le seigneur de la guerre a brisé le tsar autocrate. Le Kronprinz, universellement méprisé depuis son lâche comportement durant la tragédie de Verdun, en profite pour relever la tête et approuver ce qu'il appelle le coup de génie de son père. En effet, Guillaume vient de faire passer à travers l'Allemagne, par un train au wagon plombé, un certain Ulyanov, dit Lénine, obscur révolutionnaire russe, qui dispose d'assez de marques pour désorganiser définitivement l'ennemi, comme on instille un virus mortel à un organisme déjà épuisé et sans défense. Les soldats russes refusent désormais de se battre. Ils ont tué leurs officiers, se gouvernent par des soviets et fraternisent avec leurs anciens adversaires allemands. Ils s'étaient levés en masse à l'appel du tsar pour défendre la Sainte Russie, mais d'infinies souffrances ont brisé leur patriotisme. Il n'y a plus de tsar, et c'est Lénine maintenant qui les incite à rentrer chez eux pour la paix et le partage des terres. Pas de risque de les voir reprendre la guerre. Et selon Guillaume, aucun danger qu'il n'arrive la même chose à l'armée allemande qui se sait protégée par l'amour de son Kaiser et s'apprête à repousser très loin à l'est, derrière les digues de la puissance germanique, l'océan slave roulant les vagues du défaitisme et de l'anarchie. De fait, le scénario du pire tient ses sinistres promesses. Lénine, s'étant emparé du pouvoir russe, dépêche Trotsky à Brest-Litovsk en lui confiant le soin de conclure la paix qui permettra aux bolcheviks de renforcer leur emprise. Le cynique marchandage provisoirement conclu sur le dos des Alliés et du prolétariat allemand est tout de même dur à avaler pour Trotsky, qui renacle à payer la facture d'un tiers du territoire russe en Europe. En revanche, le comte Tchernin, ministre des Affaires étrangères autrichien, n'est pas le moins avide des vampires impériaux qui s'acharnent sur le cadavre russe. Ces surenchères renforcent ses ambitions personnelles et son pouvoir sur les cliques militaristes de Vienne et de Berlin. Finalement, Trotsky cède sur tout. Les empires ont gagné la guerre à l'Est. Les Allemands tiennent désormais le haut du pavé à Moscou, la nouvelle capitale des bolcheviks, et Guillaume en profite pour jouer avec l'idée qu'il pourrait racheter son ancien cousin ennemi, le tsar, à ses clients communistes qui le tiennent prisonnier avec les siens quelque part en Sibérie. Réflexe monarchique et vanité de mansuétude qui se perdent dans le désordre sanglant de la Russie. Guillaume reçoit d'ailleurs en permanence les supplications de son frère Henri, qui mesure à longueur d'inspection à l'Est la virulence du nouveau danger russe et dont l'épouse Irène est torturée depuis le début de la guerre par la séparation d'avec sa sœur la tsarine. Mais que valent ces liens familiaux et le déchirement des anciennes princesses de Hesse devant l'inanité du pouvoir du Kaiser, flottant comme un bouchon à la remorque d'Hindenburg et de Ludendorff qui se moquent bien de sauver la famille impériale russe. Guillaume fuit en vérité dans une agitation perpétuelle de petites choses, la conscience de n'être plus rien. Son intime terreur de la guerre le submerge d'éclairs de lucidité où il s'effondre comme une loque devant ses généraux qui pestent à devoir regonfler la baudruche Hohenzollern. Or, Guillaume sait pertinemment que le monde entier le hait, malgré le trompe-l'œil de sa propagande, et qu'il devra payer, quelle que soit l'issue de la guerre, pour les crimes dont son incompétence lui fait endosser la culpabilité.
fin, il faut tout de même lui donner un peu d'oxygène pour qu'il tienne jusqu'à la fin en signant les ordres qu'on lui tend. Ainsi le promène-t-on sur la carte d'Europe où il dessine de nouveaux royaumes pour des princes allemands opportunistes et dans des hôpitaux où il peut incarner les rôles flatteurs de la sollicitude impériale pour un public d'infirmières échauffées et de vétérans écarquillés d'admiration béate. Cependant, Guillaume évite le plus possible de se rendre à Berlin et laisse à Donna, son épouse, le soin d'affronter les souffrances de l'arrière, où s'étale une horreur de la guerre bien différente de celle de ses propres visites de poltron fragile. Donna, d'ailleurs, s'abstient de lui parler de ce qu'elle voit et doit parfois subir. Manque de plus en plus criant de médicaments de première nécessité dont on la tient responsable, et blessés qui se dressent soudain sur leur lit de douleur pour injurier la femme du Kaiser. Donna met toute l'énergie que lui laisse sa mauvaise santé au service des blessés et des prisonniers, allemands ou ennemis, qui se trouvent dans la sphère des armées impériales. C'est une femme simple et résolue qui veut donner l'exemple pour que l'on traite décemment ceux qui sont aux mains des adversaires. Elle ne s'épargne pas non plus les rapports de la Croix-Rouge qui attestent l'amertume des centaines de milliers de pauvres airs grelottant dans des camps de France pour les rodomontades de leur Kaiser. Comme son cœur fatigué se serre au spectacle des tout jeunes garçons que la guerre vient chercher et qui sourit à l'idéal de risquer la mort des héros de l'Empire. Donna est de plus en plus malade de son impuissance devant la misère et la faim et de ce naufrage que l'on impute à l'homme qu'elle aime encore et protège par son silence. À l'inverse, le roi de Saxe est un autre solitaire. Il désigne ouvertement le principal responsable. Ce Kaiser insupportable qui a toujours méprisé ses conseils et se drape dans sa victoire russe sans reconnaître que tous les rois d'Allemagne sont nus et qu'ils sont par sa faute irrémédiablement condamnés. Il n'y a finalement que Charles, le jeune empereur Habsbourg, pour prendre Guillaume au sérieux. Par ce mélange de loyauté et de candeur qui l'isole dans la guerre des grands carnassiers, et parce qu'il n'a aucune autre carte à jouer contre la caste militaire allemande que ce Kaiser qu'il devine affolé et manipulable. Dans son penchant à s'apitoyer sur soi-même, Guillaume est plein de gratitude à l'égard de Charles, et s'il n'ose soutenir ses manœuvres pour la paix, il l'écoute à la dérobée et rêve qu'il pourrait peut-être les sauver tous les deux. Cependant, la volonté du Kaiser est si faible et il a si peur de ses généraux qu'il flanche au moindre succès des empires. À Caporetto, les Autrichiens ont rompu les lignes italiennes et Guillaume ne parle plus que de victoire. Encore un effort, mon cher Charles, n'écoute pas les conseils de ta femme et de tous ces Bourbons parmi italo-français qui veulent te faire signer la paix du pape. Et Charles, tristement, regarde son vieil atout si peu recommandable qui pérore dans le crépuscule de ses derniers espoirs de paix. Tu ferais mieux de t'appuyer sur le comte Tchernin. C'est un vrai combattant de notre cause. Il s'est acquis la confiance du maréchal Hindenburg. Et Charles se dit que l'empereur allemand est décidément tombé bien bas, puisqu'il n'ose même pas lui avouer que Tchernin ne s'intéresse en fait qu'à Ludendorff, le vrai maître de la guerre des empires. Hindenburg, masque marmoréen d'une monarchie tremblotante des frayeurs du Kaiser, est l'objet d'un culte de la personnalité vertigineux. Une énorme statue de bois à son effigie a été dressée à Berlin et des foules affamées, économisant leur dernier rutabaga, y plantent, moyennant pfennig, des clous symbolisant l'effort de guerre.
Il s'en flatte des tardives ambitions du grand âge. Le Reichstag demande la paix. Le chancelier Bethmann Hollweg tente d'ouvrir des négociations. Nein, répond le maréchal avec la voix de Ludendorff. Et Guillaume laisse partir son chancelier sans même s'intéresser au choix d'un successeur. Le Kaiser vit la gloire du maréchal entre bouffées de jalousie puérile et soulagement vaniteux de pouvoir se consacrer au rôle des apparences. Comme un vieux cabot qui prolonge en tournée de province un répertoire usé jusqu'à la corde, il a désormais tout loisir de partir en croisière sur le Danube, et comme au bon vieux temps des promenades en Norvège, avec une cour d'officiers rigolards chargés de donner la réplique à ses plaisanteries. Tourisme à Sinaia, le domaine royal d'une Roumanie qui s'est effondrée sous les coups du général Mackensen. La Roumanie plaît beaucoup à Guillaume, qui a visité les puits de pétrole et s'est hypocritement incliné au mausolée royal. Il déclare à qui veut l'entendre qu'il la gardera pour lui quand sera signée la paix de la victoire. Tout de même, les fantômes du roi Carol et de Carmen Silva l'attendent au détour des jardins de Sinaia. Le vieux roi était un oncle Hohenzollern qui ne voulait pas la guerre et qui a préféré mourir plutôt que de s'associer au saccage de l'Europe perpétré par son neveu. Honte soudaine de Guillaume, rien ne l'affole plus que les fulgurants souvenirs de l'honneur perdu de sa famille. Vite, vite s'éloigner de ce palais hanté qui ne lui dit plus rien qui vaille. À nous, la belle Bulgarie de notre cher allié Ferdinand, et gardez-vous de me rappeler que je l'ai traité de canaille pendant 20 ans. Au fait, le Kaiser se méfie toujours du roi des Bulgares, trop aimable pour ne pas avoir d'autres scénarios sur le feu au cas où la guerre se gâterait, avec en plus ce prince héritier Boris, immobile comme un perpétuel reproche muet. À Sofia, la capitale, on vit encore dans les délices du dépeçage de la Serbie. Mais entre deux brassées de fleurs, Ferdinand parfume Guillaume d'une sourde inquiétude. Les Bulgares, massivement pro-russes, s'intéressent un peu trop à l'épopée bolchevique. Et que préparent ces Français qui se massent dans le port grec de Salonique? Adieu laitages égrelés du sournois yaourt bulgare. Vivement les compliments loukoum que cuisine le sultan Mehmed de Constantinople et ses marmitons jeunes turcs. Enver Pacha a entraîné l'Empire dans le camp allemand et comme un cousin éloigné qui n'est pas au courant des affaires de famille, il traite Guillaume avec le respect qu'on témoigne à un patriarche en lui présentant turbans ottomans et fez de prétendants égyptiens. La vieille affection du Kaiser pour les Turcs se nourrit de la haine qu'il porte aux Anglais. L'Irak et la Palestine, où flotte encore le croissant du calife, menacent l'Inde et Suez. Et il vient foyer aux Dardanelles le cadavre encore chaud du désastreux débarquement franco-britannique. Mais au fait, il n'y a plus rien à voir, et Guillaume traîne une fois de plus sur le théâtre d'une guerre de carton, où flotte le silence des cimetières. Certes, les felouks du Bosphore ne valent pas la faramineuse et inutile quincaillerie de la flotte allemande. Mais Guillaume se sent enfin vraiment bien chez ses amis ottomans. Un empire où les généraux s'occupent respectueusement de tout, où l'on étrangle les députés trop curieux et où ne parviennent jamais aucune nouvelle des massacres de civils. 2 ans après le torpillage du Lusitania, la guerre sous-marine à outrance, arrachée au Kaiser par Ludendorff et sa clique, déclenche l'entrée en guerre des Américains aux côtés des Alliés. Les États-Unis s'étaient longtemps tenus à une attitude d'arbitre lointain. Sans réfléchir aux conséquences, l'aveugle arrogance allemande a emporté la décision. Le président Wilson est un adversaire dangereux pour les empires. Il préconise une paix fondée sur le droit des peuples.
Le général Foch trouve tout cela très bien, mais il s'intéresse surtout au reste du programme et il attend les boys. Au grand quartier général allemand, le Kaiser régale de ses facéties le maréchal Hindenburg pour le 30e anniversaire de son avènement. L'atmosphère est à l'euphorie parmi les officiers supérieurs. La France titube sous les coups que lui assène Ludendorff depuis 3 mois et Paris est à portée des canonnades de la Grosse Bertha. Le Kronprinz a laissé ses levrettes au vestiaire et ses maîtresses à Berlin. Il fait œil de velours aux généraux pour qu'on ne l'écarte pas du triomphe imminent. Guillaume pérore sur le ridicule achevé du programme en 14 points du président Wilson et l'on gesticule ferme à propos de son lumineux projet pour faire attaquer les États-Unis par le Mexique. Guillaume a beaucoup vieilli, il ne cache même plus son bras infirme, et tel un malade qui abandonne toute superbe parmi ses médecins, il se berce de la guérison de la victoire et fait assaut de servilité auprès de ses généraux. En fait, le moment se rapproche où il pourra se débarrasser enfin d'Hindenburg. Mais au jeu des arrière-pensées, le maréchal a une longueur d'avance et Ludendorff de son côté murmure au Kaiser qu'il serait souhaitable de se rencontrer avec Sa Majesté après cette amicale et si confiante petite sauterie. Le plus vite sera le mieux. Guillaume est soudain repris par ses torturantes idées noires. Nos affaires n'iraient-elles pas si bien ? Et pourquoi me parlent-ils tous les deux de ce fou furieux français de général Foch ? En Autriche-Hongrie, Charles, souverain Habsbourg, et son épouse Zita cherchent désespérément une issue à cette guerre qu'ils n'ont pas voulu. Ils se livrent à un travail de persuasion tous azimuts, dans une folle course contre la montre, où l'héritier de la grande dynastie Habsbourg est poursuivi par la menace d'une explosion de son empire en plusieurs États antagonistes. Leurs enfants, Otto, Adélaïde et Robert, sont constamment auprès d'eux. Et le pouvoir s'exerce dans de simples villas pour éviter le luxe d'une cour en temps de guerre. L'empereur ne fait rien sans Zita, intelligente et volontaire. Leur entente dans tous les domaines suscite la fidélité d'un petit groupe de brillants serviteurs de la monarchie. Mais la présence fréquente des princes René et Félix de Bourbon-Parme, les frères de Zita, est mal ressentie par le haut commandement. Ce n'est plus un secret pour personne que 2 autres frères se trouvent dans l'autre camp. L'ensemble de la famille symbolisant la déchirure de l'Europe comme le refus de l'admettre. Cependant, Charles fait cette guerre qu'il déteste. S'il refuse l'emploi des gaz, renvoie le généralissime Konrad von Hötzendorf et fait s'effondrer le chiffre des pertes, il sait qu'on ne peut négocier en position de faiblesse. Tandis que Zita lui sert de contact avec son beau-frère Six de Bourbon-Parme, qui se débat auprès des Alliés. En effet, les conversations traînent en longueur depuis que le président du Conseil français, Aristide Briand, a démissionné. Ce double jeu est d'autant plus périlleux que Charles ne cache pas ses intentions au Kaiser et qu'il se déroule dans un climat de souffrance et d'amertume universelle dont les Alliés se servent pour l'envelopper de la même haine qui colle à l'empereur allemand. Charles et Zita suscitent de grandes espérances, mais cette embellie est fragile. Charles s'est aliéné la bureaucratie impériale pro-allemande en faisant justice au peuple slave. Il a décrété une amnistie générale et il s'est séparé du Premier ministre hongrois, le fidèle mais très nationaliste comte Tisza. Il lui faut maintenant absolument réussir la paix au plus vite. Or, la mission des frères de Zita se solde par un échec à cause de l'intransigeance des Italiens et des Français.
Ce revers du couple impérial ne chagrine guère le comte Tchernine, tout-puissant ministre des Affaires étrangères, qui vient de signer l'écrasement victorieux de l'Ukraine, énorme morceau détaché de la Russie en pleine révolution. Tchernine assure que l'Ukraine va désormais nourrir l'Empire affamé, alors qu'il sait très bien que c'est l'Allemagne qui fait main basse sur toutes les ressources. Mais il est prêt aux pires méthodes pour obtenir la popularité qui lui permettra de devenir le dictateur de l'Autriche-Hongrie. Tchernine a tout prévu. Si Charles hésita lui résiste, il dispose de princes de rechange. Ces petits Hohenberg, enfants de l'archiduc François Ferdinand assassiné à Sarajevo, et qui vivent maintenant oubliés dans leur château de Bohême, ignorant des intrigues qui courent à leur sujet dans l'atmosphère délétère de l'Empire. De fait, la marge de manœuvre de Charles s'est considérablement réduite. L'effondrement de la Russie a libéré toute la Galicie où il est accueilli en triomphateur. Mais cette victoire est aussi fausse que la paix du comte Tchernine. Elle ne repose que sur la force. Et Charles voit bien tout le parti qu'en tire Tchernine. Le ministre a dévoilé au monde entier la tentative de paix sans conquête par le biais des Bourbons-Parme, insinuant l'inconséquence de Charles, le soupçon de trahison pesant sur Zita. Foules en liesse pour empereur défaitiste, le comte Tchernine joue sur du velours et Charles est contraint de poursuivre la guerre. Cependant, Zita ne perd pas courage et le piège de Tchernine ne lui inspire que du mépris. Alors que le ministre s'appuie sur la misère pour répandre les fallacieuses promesses de la victoire allemande, elle mesure comme son aggravation risque d'entraîner une paix du désespoir. Aucun dévouement ne pourra retarder bien longtemps une révolution qu'elle juge inévitable. Et pourtant le système Habsbourg tient encore. L'armée a été trop humiliée par la morgue des officiers allemands pour ne pas préférer l'empereur qui court d'un front à l'autre à Tchernine prenant ses ordres chez Ludendorff. Et tandis que les prisonniers qui rentrent de Russie passent dans le camp des Alliés, à l'intérieur de l'Empire, elle reste fidèle au jeune couple qui s'accroche à l'utopie multinationale. Lorsque Charles et Zita font le voyage de Constantinople, la grande révolte arabe embrase déjà le Proche-Orient. Et ils viennent se pencher sur le compte à rebours ottoman, comme pour y scruter celui de la fin de l'Autriche-Hongrie. Mais ô surprise, la capitale du sultan Mehmet continue à vivre en plein mirage. Tapis de rose, soleil de printemps, femme dévoilée. Enfin, on ne sort jamais que les laides, affirme un pacha à Zita, sans doute pour la rassurer sur le maintien des traditions. Elle vient de donner naissance à son 5e enfant. Charles ne glane aucune information précise dans le dédale des politesses orientales. Ils s'abandonnent à quelques heures de leur âge, avant que le tumulte du temps ne les rattrape, avec les nouvelles de Vienne, où de grandes manifestations populaires menées par les socialistes réclament la fin immédiate de la guerre. À leur retour, la situation est plus insaisissable que jamais. Les Tchèques désertent déjà en masse pour rejoindre le camp des Alliés, où les attend le professeur Masaryk. Mais Bratislava, capitale des Slovaques, leur réserve un accueil délirant et la communauté juive n'est pas en reste. Les Habsbourg ont toujours protégé les Juifs, qui contribuent au ciment de l'Empire. Et cette alliance s'exprime avec une chaleur particulière au moment du péril qui menace de laisser chacun sans défense. Le gouvernement hongrois, dont dépend la ville, manifeste également son loyalisme. Et le jeune couple impérial espère encore pouvoir sauver un édifice de plusieurs siècles où les peuples assemblés donnent de telles preuves de leur refus de se séparer. Le petit Otto ne parle-t-il pas le hongrois et le slovaque aussi bien que l'allemand ?
Mais il n'y a plus une seconde à perdre pour proclamer l'égalité complète entre tous les peuples de l'Empire. Charles redoute même que ce ne soit trop tard et qu'il quitte le radeau naufragé des Habsbourg. Tandis que pour Zita, il ne faut pas laisser passer cette dernière chance. Elle veut faire confiance aux droits des peuples et à la paix du président Wilson. Or, le manifeste de Charles établissant les États-Unis d'Europe centrale est une injection de camphre à un cadavre. Les soldats se débandent et mettent leurs armes au service des révolutions nationales. À Budapest, le comte Károly, dernier premier ministre hongrois de Charles, déchire son serment et proclame la République. Héritier révolté d'une famille qui fut toujours fidèle aux Habsbourg, cet aristocrate brillante et démagogue recueille les fruits amers d'un siècle d'intransigeance magyare à l'égard des minorités. La Hongrie de la misère et de la révolution est une peau de chagrin dont les provinces slaves se détachent les unes après les autres. Tandis que les violons des plaisirs d'autrefois entonnent un air de liberté qui est le requiem de la grandeur perdue. Les aigles Habsbourg ont roulé dans le caniveau, juste bons à être martelés par ceux qui les acclamaient 2 ans plus tôt. Au fait, ce ne sont peut-être pas tous les mêmes. Le parcours du sacre n'avait pas traversé les faubourgs, d'où surgissent ceux qui se proclament fièrement les Lenin's Boys et se préparent à renverser un Károly de plus en plus débordé. Empire fracassé, province perdue, soviet partout. L'octobre hongrois découvre Béla Kun, son leader bolchevique. Les peuples se sont envolés de la corbeille Habsbourg. Et l'Autriche, c'est tout ce qui reste. Plusieurs millions de Germaniques, que des socialistes aspirés par l'Allemagne pressent de proclamer la République. Votre voiture est prête, Herr Habsbourg, il faut partir. Et Charles s'en va, fidèle à lui-même, doucement et sans résister, un peu vague aussi, en signant un papier où il renonce sans abdiquer. Et s'il me rappelait tous ces républicains transis qui flottent dans les splendeurs de la Vienne impériale. À Berlin rentre l'armée que Foch a fini par assommer. Ludendorff a disparu après sa dernière offensive, pompeusement baptisée Bataille du Kaiser, alors qu'elle consomme la défaite complète de Guillaume. Hindenburg reste le gardien des vestiges impériaux, qu'il range soigneusement et cajole de l'illusion d'une trahison de l'arrière. Ça pourra toujours servir pour plus tard. Le pouvoir vacille depuis quelques semaines entre le chancelier Max de Bade et le socialiste Ebert, tandis que Guillaume, depuis le grand quartier général, chipote sur son retrait. Plus empereur soit, mais toujours roi de Prusse. Finalement, de sa propre initiative, le député Scheidemann proclame la République. De toute façon, personne ne veut du Kronprinz ni d'aucun Hohenzollern. Et ainsi que l'avait prévu le roi de Saxe, c'est l'ensemble des autres trônes qui s'écroulent comme au jeu de quilles. Enfin, on espère une belle fin wagnérienne pour Guillaume qui parle de se jeter héroïquement sous des balles françaises ou de se suicider au grand quartier général. Mais toute réflexion faite, il saute dans son train et s'enfuit en Hollande, laissant Donna, seule et malade, au palais de Potsdam cerné par l'émeute. Le Kronprinz en civil s'échappe à sa suite, avec une poule du grand monde. Vous verrez ma chérie, ils ont les plus beaux vermeers. Tant pis pour le crépuscule des dieux, et vivement l'Internationale. Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht déclenchent l'insurrection spartakiste, qu'Hébert fera écraser dans le sang. Depuis son refuge hollandais, Guillaume tremble d'être extradé pour passer en jugement, mais seuls ses statuts sont lynchés par la foule.
La reine de Hollande n'aime pas le Kaiser déchu, mais elle croit au droit d'asile. Marianne et Clémenceau laissent tomber en récupérant l'Alsace-Lorraine. Adieu l'Allemagne. Bonjour la France. Charles et Zita ont trouvé refuge en Suisse et cet exil convient aux Alliés qui ont nulle volonté de les y poursuivre. Ils ont maintenant 7 enfants, une suite nombreuse et plus un sou vaillant après qu'un escroc ait abusé de leur innocence. Mais ils n'oublient pas un instant qu'ils ont été sacrés rois et reines de Hongrie 4 ans plus tôt. Or, l'amiral Horthy est désormais le maître de Budapest. Avec les armes des ennemis roumains et l'appui des Alliés, il a balayé le régime de Béla Kun et restauré la couronne de Saint-Étienne. La terreur blanche succède à la terreur rouge. Horthy déclare à qui veut l'entendre qu'il ne fait que garder la couronne pour la rendre à Charles, enfin quand tout sera redevenu paisible, c'est-à-dire plus tard, bien plus tard. Charles le surprend à l'improviste au Palais Royal. Il a débarqué en taxi après une invraisemblable équipée secrète. Sinistre retrouvaille, Horthy a toutes les peines du monde à le persuader de repartir. Serment du sacre, promesse d'honneur d'un ancien officier de François-Joseph, l'amiral Horthy est un politique retors qui n'a qu'une parole, celle qu'il arrange, et permet d'endormir des monarchistes et un roi trop candide. Piteusement retourné à son exil où les Suisses sont furieux contre lui, Charles se résignerait à attendre. Si Zita ne lui rappelait sans cesse que régner est un devoir des anciens temps qui se saisit dans l'aventure du monde moderne. La couronne de Saint-Étienne lui appartient et la grande majorité des Hongrois est prête à la lui accorder de nouveau, comme l'attestent les nombreux émissaires qui viennent constamment de Budapest. Les Alliés laisseront faire, Aristide Briand l'a confirmé au Bourbon-Parme. Peut-être, mais reste Horthy, qui se méfie désormais de Charles et encore plus de Zita. Le jeune couple s'embarque par une journée d'automne sur un avion de fortune. Zita, cette fois, se cramponne à Charles, à moins que ce ne soit le contraire. Pris dans un terrible orage, l'avion manque de tomber. En Suisse, les enfants croient que leurs parents sont partis faire une belle promenade. À l'arrivée, l'opération est nettement mieux organisée que la première fois. On sent la main de Zita sur les préparatifs. Train spécial, détachements loyaux, on se rapproche de Budapest. À chaque étape, Zita soulève l'enthousiasme. Le pays est las des exactions de la guerre civile et des vengeances du clan de Horthy. Un doute quand même. Que prépare l'usurpateur ? Horthy a levé des milices où se mêlent ultranationalistes et argousins de Béla Kun, trop contents d'être tirés de leur geôle. Aux portes de Budapest, Charles et Zita hésitent à franchir le seuil de sang. Une messe pour que Dieu leur vienne en aide, mais c'est le diable qui en profite pour tendre son embuscade. Il se relève dans la cellule d'une forteresse. Horthy a ameuté les Anglais, grands spécialistes du lointain exil des empereurs. Un cuirassé emmène Charles et Zita, destination inconnue, il voit passer la mer Noire et Gibraltar. Zita sourit, jamais 203. Il n'y aura pas de troisième fois. L'amiral Horthy fait prononcer la déchéance des Habsbourg et devient le régent d'un petit royaume sans roi, qu'il bercera durant 25 ans du rêve de la Grande Hongrie, où il était un obscur officier sans fortune. L'île de Madère n'est pas Sainte-Hélène, et le souvenir de Sissi y hante la douceur de l'automne. Charles et Zita sont accueillis par les Portugais avec infiniment de gentillesse, et le consul anglais, qui a reçu des instructions très strictes pour interdire les visiteurs en provenance d'Europe, paraît désolé de devoir jouer les gardiens. De toute façon, il n'y a pas grand monde à surveiller. Un couple d'aristocrates hongrois, 2 domestiques dont on ne paye plus les gages, de fidèles Bourbon-Parme, le cœur étreint par tant de solitude.
On s'installe dans un petit hôtel et Zita obtient à force de supplications de pouvoir aller rechercher ses enfants en Suisse, visa de quelques jours, épuisant aller-retour. Mais on est enfin tous réunis. Zita est enceinte, les Alliés ont garanti une petite pension mais rien n'arrive. Les journaux ont un mois de retard, ils traînent les Habsbourg dans la boue du désastre, impossible de répondre ou d'agir. Faute de pouvoir payer l'hôtel, un brave homme prête une jolie quinta sur les hauteurs. L'endroit serait charmant s'il ne fallait sans cesse monter et descendre. Les enfants sont heureux, ils trouvent très amusant de passer constamment du soleil d'en bas au brouillard humide d'en haut, avec papa qui ne sait jamais comment se couvrir. Le dimanche, la voiture d'un monsieur Almeida vient chercher Charles et Zita pour les conduire à la messe à Funchal, la capitale de l'île. Il y a toujours beaucoup de monde à l'office, notables et pauvres gens, des touristes d'Europe et même quelques familles slaves, échouées si loin, on ne sait trop comment. On est chaleureux avec les exilés. Zita descend des anciens rois de Portugal et elle parle couramment la langue. Et puis les échos de Funchal évoquent les traités de paix qui découpent l'ancien empire. C'est sûr qu'ils vont rester longtemps. Charles se promène beaucoup à travers l'île. Il a visité les églises, dont certaines ont des clochers comme au Tyrol. Mais enfin, c'est vers la mer qu'il redescend toujours. On y voit les bateaux qui partent vers l'Europe. Un jour, une sale petite toux devient plus oppressante alors qu'il remonte du rivage. Il s'alite, forte fièvre, son cœur flanche, que tout est bien quand on sait la volonté de Dieu. La médecine peut soigner la grippe, elle est impuissante à guérir le désespoir. Il n'y a rien pour régler les frais des obsèques et ce sont les humbles qui se cotisent pour les fleurs et le cortège. Charles, que vais-je devenir sans toi ? Zita ne faiblit qu'un instant, puis elle envoie des câbles comme autant de bouteilles à la mer. Un bateau du roi d'Espagne recueille un fragile petit groupe tout en noir. Zita emmène ce qu'il reste des Habsbourg vers une vie précaire où seul le doute est interdit. Il faut assurer l'avenir du nouvel empereur-roi, l'enfant Otto qui a promis de ne plus jamais pleurer. Maria Féodorovna, la mère du tsar, s'est échappée de Russie quelques mois plus tôt. Et on connaît désormais à peu près toute la vérité sur la fin des Romanov. Certains ont trouvé provisoirement asile en Crimée. Cependant, les Rouges se rapprochent et le port de Yalta n'est plus celui des souvenirs heureux de la famille impériale. Une foule de réfugiés se presse sur les quais, à l'assaut des mauvais rafiaux qui leur permettront de s'enfuir. Maria Féodorovna refuse de partir, mais tant de gens dépendent d'elle qu'elle consent finalement à leur frayer un chemin jusqu'au navire surchargé que lui ont dépêché les Anglais. In extremis, les bolcheviks bombardent déjà le port. Elle ne regarde pas s'éloigner la côte. La seule Russie, c'est celle qu'elle emporte avec elle. À Malte, les fugitifs Romanov commencent à se disperser vers la France ou l'Italie. Un autre navire emmène Maria Féodorovna auprès de sa sœur, Alexandra d'Angleterre. Et c'est finalement à la Villa Ividore qu'elle se retire avec ses filles, près du cher Copenhague de son enfance. La tsarine mère n'évoque jamais le passé. Tout est dans son journal pour Nicolas lorsqu'il viendra la rejoindre à Ividore. Olga ne dit rien, la douce folie de sa mère vaut mieux que l'effroyable réalité. C'est avec incrédulité que Nicolas reçoit à la Stavka les premières nouvelles de l'insurrection de Petrograd. Il répond en donnant de sévères consignes pour le retour à l'ordre. Mais la succession des télégrammes alarmistes d'Alexandra lui fait mesurer la dégradation fulgurante de la situation, alors que tout est encore si calme autour de lui. Il fait annoncer son retour à Petrograd. Son gouvernement d'incapables en profite pour chercher refuge auprès de la Douma qui assume déjà la réalité du pouvoir.
Nicolas quitte un état-major protestant de son loyalisme, qui se retourne contre lui dès qu'il a le dos tourné. Les généraux Rouski, Alexeïev et Broussilov, chefs de guerre valeureux et patriotes, ne pensent qu'à la poursuite de la guerre. Et ils tâtonnent en quête des nouveaux maîtres de la révolution de Pétrograd. Rien n'est plus vulnérable qu'un train. Il suffit de bloquer les rails pour qu'il ne puisse plus progresser. Une foule de cheminots en grève se resserre de gare en gare sur le parcours. Le train du Tsar est arrêté à 150 km de la capitale. Les détachements de Pétrograd entraînent les insurgés. Ils sont formés de jeunes recrues, ouvriers et paysans. La fraternisation est inévitable quand même le grand-duc Cyril, oncle du tsar, arbore un ruban rouge. Ils sont maîtres de la rue et entrent en force à la Douma. Le Parlement se réunit sous la surveillance des soldats et des ouvriers. Toutes ces décisions sont toujours dépassées par l'émotion du soviet. Et le président Rodzianko se débat au milieu d'un vacarme infernal où il ne tient qu'à un fil. En revanche, ses télégrammes au tsar s'égarent à la recherche du train perdu. Un gouvernement provisoire est constitué avec des hommes politiques qui n'ont pas cédé à la panique. Le prince Lvov, Milioukov, Shulgin, Gouchkov, critiques du tsar mais défenseurs du principe de la dynastie. Cependant, la pression de la rue et du soviet est la plus forte. Elle réclame l'abdication du tsar et répand la haine à l'encontre de la tsarine allemande. Le train impérial finit par échouer à Pskov, quartier général du groupe d'armées du Nord sous le commandement du général Rouski. Quai désert, absence d'un détachement d'honneur. Nicolas a à peine le temps de lui renouveler sa confiance que Rouski lui amène Gouchkov et Shulgin, arrivés à grand-peine de Pétrograd pour recevoir l'abdication. Nicolas a cette fois compris. Autour de moi, je ne vois que trahison, lâcheté et tromperie. Il rédige lui-même le beau texte d'un renoncement inscrit dans son esprit depuis le premier jour de son règne. On câble à Pétrograd le nom du nouveau tsar. C'est le grand-duc Michel, son jeune frère, sur qui la nouvelle tombe comme la foudre. Nicolas n'a pu supporter l'idée de se séparer du tsarevitch Alexis, son cher enfant malade. Mais Alexis ou Michel, les foules de Pétrograd s'en moquent. Elles ont balayé la dynastie à tout jamais. Michel renonce devant le déchaînement des passions. Son règne n'aura duré que quelques heures. À Tsarkoye-Selo, personne n'a le droit d'approcher le colonel Romanov et sa famille. D'ailleurs, les enfants ne sortent pas du palais. Une épidémie de rougeole les a tenus alités et les rigueurs du traitement ont obligé à leur raser les cheveux. Ils ne se risquent au dehors qu'avec les premiers beaux jours, posant pour la photo avec le sourire de la guérison alors que c'est déjà le masque de la mort. Nul ne s'en doute et même pas les gardiens qui trouvent Nicolas le Sanglant si aimable et si doux. Au fait, Pétrograd oublie la famille impériale. L'effondrement du tsarisme a été si radical que ceux qui perdent leur temps à regretter admettent que ce n'était plus qu'une chimère d'empire transfusée par la guerre. La vérité de la Russie maintenant se lit dans l'enterrement des morts de la Révolution de février. Pour la première fois dans l'histoire de la nation orthodoxe, les obsèques sont strictement civiles. L'Église en a été proscrite. Les membres du gouvernement assistent à la cérémonie, mais ils sont noyés dans la foule. Gouchkov est bousculé. Rodzianko, qui perd chaque jour de son influence, ne domine plus que de sa taille les bolcheviks du Soviet revenus d'exil ou de Sibérie. Et Milioukov, un pâle sourire aux lèvres, sent bien que les cercueils posent les fondations d'une république où les hommes d'autrefois n'auront peut-être pas de place. Tandis que le grand malheur russe risque de ressurgir, et même pour Vera Figner, ancienne complice du meurtre d'Alexandre II.
Pour sa part, le tout jeune ministre de la Justice Kerensky espère que cette république sera sans vengeance, puisqu'il vient de faire abolir la peine de mort. Cette décision protège théoriquement les reclus de Tsarskoye-Selo, qui trompent l'incertitude de leur sort en jardinant les quelques arpents où ils ont le droit d'aller. Kerensky est fasciné par la famille impériale, à qui il rend souvent visite. C'est un adversaire résolu du tsarisme, mais Nicolas et ses enfants éveillent en lui une compassion profonde. Et même Alexandra, qu'il a reçue si fièrement la première fois, n'est plus à ses yeux qu'une pauvre femme malade. Or, Kerensky raccommode ce qu'il reste du front et rassemble les patriotismes divers qui refusent encore la défaite devant l'Allemagne. Sa popularité soudaine en fait le maître absolu d'un pouvoir au demeurant bien faible. Il sait qu'aucune loi ne peut écarter la menace planant sur les Romanov, et il est décidé à tout mettre en œuvre pour les sauver. C'est ainsi qu'il demande au très froid ambassadeur anglais Sir Buchanan d'intervenir auprès de leur cousin germain le roi George pour qu'il leur accorde l'asile en Grande-Bretagne. George V, c'est Nicolas II, en plus chanceux et moins loyal. Le général Joffre lui-même est frappé par la ressemblance, sans avouer qu'il préfère le tsar à son sosie. Georges ne veut pas d'ennui avec les démocrates qui l'ont si aimablement accueilli dans leur club. Il transmet la demande d'asile à son premier ministre Lloyd George, qui a toujours détesté le tsarisme. Au fait, il sait très bien ce que sera la réponse du premier ministre, comme il sait aussi que Lloyd George s'inclinerait devant une décision d'humanité à la fois royale et familiale. La douce Alexandra, sa mère, insiste de toutes ses forces pour qu'il recueille les Romanov. Au temps de son mari, le roi Édouard, un navire de la flotte serait déjà dans le golfe de Finlande pour embarquer les neveux proscrits. Mais la magie des grâces d'autrefois glisse sur un monde devenu plus cruel, et Alexandra maintenant n'est qu'une vieille reine momifiée dans le silence assourdissant d'histoires de famille oubliées. Et Georges fait répondre que l'Angleterre ne peut recevoir les cousins de Russie, quels que soient les anciens souvenirs des lettres échangées. La reine Mary approuve, tout cela est bien navrant, indeed. Mais au fait, a-t-on pensé aux bijoux de la couronne des tsars? L'arrivée de Lénine à Pétrograd précise brutalement les menaces d'une seconde révolution, dont le projet déclaré est de faire table rase du passé, celui des survivants du régime impérial abattu comme celui de l'utopie fraternelle des démocrates russes. Et la haine du chef de bande redouté pour sa violence s'empare déjà du pouvoir de la rue. Kerensky parvient à briser une première tentative de coup d'État des bolchevistes, mais il sent le souffle empesté de mort de Lénine, qui le suit désormais pas à pas, dans un air raréfié par les souffrances de la guerre et le fatalisme russe. Les Romanov sont sans défense à Tsarskoye-Selo, où ils mènent une existence tchécovienne dans la mélancolie d'un bonheur perdu. Alexis se joue avec Joy, ses sœurs se maquillent pour de beaux officiers qui ne viendront pas, et Nicolas cueille des fleurs des champs pour le boudoir mauve du palais Alexandria, dont sa femme ne sort plus depuis que Kerensky a fait éloigner Anna Virubova et que les gardes ont saccagé la tombe de Raspoutine. Kerensky prend alors la décision de les transférer à Tobolsk, ville prospère et tranquille de Sibérie, un refuge à l'abri des bolchevistes qui deviendra un piège loin de tout secours. Ils ont pu emmener leurs meubles, les familiers les ont suivis, on s'entasse à la maison du gouverneur dans une bohème simple et pieuse, surchargée d'icônes et de souvenirs.
Nicolas donne des leçons d'histoire à ses enfants en appelant le précepteur Gilliard mon cher collègue. Alexis est un adolescent maintenant qui ne parle plus de la trahison du marin Derevenko passé aux bolchevistes. C'est si calme la Sibérie, il peut y faire beau jusqu'en octobre. Tout de même, à Tobolsk, les gardes sont devenus nerveux. Et le colonel Kobolinski, si plein d'humanité à l'égard des Romanov, a de plus en plus de mal à maintenir la discipline. On vient en effet d'apprendre que Lénine s'est emparé du pouvoir à Petrograd. Kerensky s'est enfui et les soldats se préparent pour une autre guerre, celle des décrets bolcheviques qui appellent à la paix des peuples par la lutte des classes, au partage des terres par le massacre des propriétaires fonciers, aux droits des nations de Russie par la révolution universelle. À Tobolsk, Alexis demande à son père « Mais qui est donc ce Lénine dont nos gardes brandissent le drapeau rouge ?» Et Nicolas ne sait quoi lui répondre. Alors il se tourne vers sa mère qui cite son cher martyr. Les frères tueront les frères, ils se haïront les uns les autres, et il n'y aura plus d'église dans ce pays. Pour atteindre Tobolsk, il faut passer par le village natal de Raspoutine. Mais l'hiver sibérien rend certaines distances infranchissables, et le sombre avenir demeure figé dans les glaces. La famille n'a plus le droit de sortir d'un médiocre enclos de palissades. C'est encore assez pour Alexis que Gilliard et Olga tirent sur sa luge. Nicolas est inquiet et s'il voulait lui faire signer cette paix infâme conclue avec Guillaume. Avec toutes les arrestations, il n'y a plus de lettres maintenant. Mais le grand-duc Cyril et Victoria Melita ont pu passer en Finlande. Quelle ironie! Trotsky veut organiser le grand procès public de l'ancien tsar. Le camarade Sverdlov l'écoute sans le contredire. À quoi bon la décision appartient à Lénine, qui connaît par cœur la liste des Romanov qu'on lisait dans les églises. C'est tous ceux-là qui doivent mourir. Avec la fin de l'hiver, les Rouges entrent à Tobolsk et Alexandra note dans son journal « Le fiancé approche, qui vient pour nous prendre ». Les gardes ne saluent plus Nicolas. Ils lui ont arraché ses galons de colonel. Il faut garder les chambres ouvertes et les toilettes aussi. Les nouvelles sentinelles ont du talent. Elles y ont dessiné la tsarine faisant l'amour avec Raspoutine. Un matin, Gilliard trouve porte close. Le commissaire Yakovlev a emmené Nicolas, Alexandra et Marie, et ils sont loin déjà sur de mauvais traîneaux. Yakovlev, et s'il voulait sauver le tsar? Il était curieusement gentil avec Alexis depuis qu'il est retombé malade. Comment a-t-il pu persuader ses parents de laisser derrière eux leur joie-souffrance? Alexis n'a pas peur. Olga, Tatiana, Anastasia sont encore près de lui et Gilliard prend en main ce qu'il reste de la maisonnée. Nous serons sauvés ou nous mourrons tous ensemble. Le fiancé dans la rue avec ses drapeaux rouges ne dit pas autre chose. Ipatiev, c'est le nom de la maison d'Ekaterinbourg, où Sverdlov fait jeter le couple impérial après l'avoir rattrapé. C'est aussi celui du monastère où fut élu le premier tsar Romanov. Ekaterinbourg est une ville rouge du sang des mineurs, qui ne cache pas leur intention de mettre à mort les Romanov. Mais il faut aller chercher ceux qui sont restés à Tobolsk. Cet ancien tsarevitch émacié par son mal, cette grande duchesse Olga qui emporte un pot de fleurs. Séparez-les des derniers courtisans qui s'obstinent à les suivre. Faites-les monter dans le train des prolétaires et prenez votre temps pour bien leur raconter comment le peuple s'est saisi de leur oncle Michel, qui eut le front de demander à Lénine de pouvoir se retirer entre les mains en Crimée, et de leur tante Ella,
qui étouffait le peuple avec l'opium de sa charité. Oui, dites-leur bien qu'ils ne sont pas loin d'ici et tout aussi proches de leur fin. Maintenant, le fiancé est là. Dans la maison aux fenêtres clouées de planches, il frôle les silhouettes livides qui s'excusent de tous les dérangements. La ruine de la Russie, Anastasia qui rit dans la cuisine. Le fiancé prend pitié et les emmène. Si vous allez à Ekaterinbourg, vous ne trouverez pas la maison Ipatiev, où le commissaire Yourovski a fait mettre à mort les Romanov. Allez plutôt dans les forêts des alentours. Elles ont vu ensevelir leurs corps suppliciés et gardent encore des cendres qu'on ne retrouvera jamais. Après le massacre et l'arrivée des Blancs, Gilliard pénètre dans la maison désertée. Il découvre des lettres anciennes, le journal de la tsarine, en même temps que l'impact des balles sur les murs du sous-sol. Gilliard emporte les écrits avec lui. Ce matin, Baby était très gai à l'idée de goûter pour la première fois la soupe du Standard avec son père. Je l'ai goûté également et je l'ai fait servir le soir, car Niki préfère les plats russes à tous les autres. Otma a fait du patin toute l'après-midi sur le pont du bateau. Impossible de les arrêter. Avec leur manie de faire de leur nom un seul prénom, je n'arrive plus à me faire entendre. Otma, tu fais pleurer Baby qui n'a pas le droit de faire ce genre de jeu. Olga ma belle, Tatiana ma fière, Marie ma douce, Anastasia mon espiègle, vous n'êtes vraiment qu'un seul amour pour le cœur fatigué de votre mère. Ernest, Louis et Éléonore sont repartis pour Darmstadt avec leurs 2 enfants. Nous les avons tous raccompagnés jusqu'au train de Sébastopol. C'est curieux, mais j'ai éprouvé comme un sentiment de tristesse insupportable en voyant partir mon frère. Bien plus que les autres fois. Niki ne disait rien, mais je sais qu'il pense à toutes ces rumeurs de guerre qui risquent de nous séparer alors que nous aimons tant être réunis tous ensemble. Heureusement que les enfants étaient là. Pour eux, chaque été rapporte les vacances. Baby était tout excité. Il calculait le temps pour revenir en Hesse et celui pour remonter jusqu'à Saint-Pétersbourg. Il a conclu que la Russie est bien le plus grand pays du monde. Comme tu étais beau, mon Niki, mon héros, sur ton cheval aux manœuvres de Krasnoye Selo. J'ai prêté mon appareil photo à Anastasia, mais Baby a passé son temps à la taquiner. Les clichés seront flous, quelle importance. Ta pauvre épouse voit toujours ton cher visage si patient, même quand tu es loin de moi. Nous sommes arrivés un soir à Livadia. Il y avait beaucoup de monde, parfum des fleurs et senteur de la mer. Il ne faut rien changer. Je sais qu'il nous aime et nous pardonne nos erreurs. Au manoir de Dorn en Hollande, à la fin des années 30, on peut rendre facilement visite à un vieux monsieur très élégant qui trompe son ennui en donnant à manger du pain à ses canards en compagnie d'un teckel et d'un berger allemand. Il s'est remarié avec une femme beaucoup plus jeune que lui, après la mort de son épouse qui n'avait pas supporté la guerre. Il insiste beaucoup pour qu'on lui donne son titre d'impératrice, même s'il est exclu que le Kaiser Guillaume quitte un jour son refuge de Hollande. Mis à part ce trait d'étiquette un peu absurde, vous serez charmé par les manières si simples de l'ancien empereur allemand, qui n'aime rien tant que d'emmener ses petites filles sur la grande digue de Schevening par les beaux jours d'été. Cet homme qui se voulait partout chez lui se contente très bien de ses promenades balnéaires de patriarche tranquille, avec une bonne tasse de thé anglais quand il rentre à la maison. Sa conversation est très intéressante et variée, comme vous le confirmera son épouse. L'empereur Guillaume est un homme si cultivé. Mais attention, ne lui parlez pas de tous ses cousins ni de la guerre.
vous risqueriez de le voir prendre congé en vous disant n'y pensons plus, tout ça ce sont de vieilles histoires qui n'intéressent plus personne.